Au dîner, papa a tendu une clé de voiture à mon frère en disant « Pour ton diplôme ». Puis il s'est tourné vers moi et a ajouté « Tu me devras 1200 € de loyer le mois prochain ». J'ai fait mes valises en silence, mais ils n'ont pas vu ce qui allait arriver. Je suis assise à la table de la salle à manger, mes doigts traçant le bord du verre à eau en cristal qui correspond parfaitement à tous les autres, impeccablement disposés autour de la table en acajou de mes parents. La célébration de la remise de diplôme de Gaspard a transformé notre maison de banlieue de Neuilly-sur-Seine en une vitrine, des roses blanches débordant des plus beaux vases de maman, la bonne vaisselle scintillante sous la lumière du lustre, le scotch importé de papa circulant parmi ses amis golfeurs. 23 ans et diplômé de l'université, l'enfant prodige accompli. Papa, Philippe, se lève de sa chaise en bout de table, tapotant son verre en cristal avec une cuillère en argent. Le tintement aigu fait taire la pièce. Je jette un coup d'œil à maman, Hélène, la surprend en train de détourner le regard. Sa main s'agite pour ajuster son collier de perles, un signe de nervosité que je reconnais depuis l'enfance. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention, la voix de papa prend ce ton spécifique qu'il réserve aux affaires et aux annonces importantes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de célébrer l'obtention du diplôme de Gaspard à HEC Paris. Gaspard, en face de moi, redresse ses épaules sous son blazer sur mesure. Son sourire exprime l'attente confiante de quelqu'un qui n'a jamais eu à se demander si de bonnes choses allaient lui arriver. Catherine, apporte-le. Papa appelle et sa secrétaire apparaît du couloir avec une petite boîte emballée, nouée d'un ruban bleu. Papa l'attend à Gaspard avec une solennité cérémonielle. Mon fils, ta mère et moi ne pourrions être plus fiers de ton accomplissement. 4 ans, diplôme de commerce, prêt à rejoindre l'entreprise familiale. Gaspard accepte la boîte, son expression agréablement surprise, mais pas choquée. Il a été conditionné à attendre des récompenses toute sa vie. Ouvre-le, maman l'encourage, la voix pétillante d'excitation. Gaspard tire sur le ruban, soulève le couvercle et retire une seule clé avec un porte-clés en cuir. Ses sourcils se lèvent. Ça, annonce papa à la pièce, c'est la clé de l'unité 1805 au Grand Pavillon, quai de la Seine, avec vue sur la rivière. Nous pensions que tu méritais un endroit approprié pour commencer ta vie professionnelle. Le Grand Pavillon, où les appartements de 2 chambres commencent à 450 000 €. La table éclate en applaudissements et exclamations. Les verres se lèvent. Je maintiens mon sourire, les muscles tendus dans mes joues. Le même sourire que je portais lorsque Gaspard a eu une voiture pour son 16e anniversaire alors que moi, je recevais des leçons de conduite. Le sourire que j'ai perfectionné lorsqu'il a fréquenté HEC Paris aux frais de nos parents pendant que je suivais des cours en ligne entre mes shifts de comptabilité. Mon verre d'eau reste à moitié plein. Je ne fais pas confiance à ma main pour ne pas trembler. Des heures plus tard, les invités s'égrènent avec des félicitations finales. Je range les assiettes à dessert dans la cuisine, raclant le gâteau non mangé à la poubelle. Papa apparaît dans l'embrasure de la porte, desserrant sa cravate. Élodie, nous devons discuter de ta situation de logement. Je place soigneusement les assiettes dans l'évier. Ma situation de logement ? Maintenant que Gaspard est installé, nous réévaluons les arrangements domestiques. Il dit cela comme s'il discutait d'une restructuration d'entreprise. À partir du mois prochain, nous aurons besoin que tu contribues à 1200 € de loyer. La cuisine semble légèrement penchée. Un loyer. Tu as 25 ans, tu as 2 emplois. Il est temps que tu paies ta juste part. Juste part. L'année dernière, j'ai contribué 15 000 € aux dépenses du ménage, courses, charges, paiement d'impôts fonciers lorsque leurs liquidités se sont tendues. Sans compter les heures passées à organiser leurs finances chaotiques, à préparer les documents fiscaux, à donner un sens aux reçus commerciaux éparpillés de papa. Je vois. Ma voix reste ferme tandis que quelque chose se brise en moi. C'est ce que font les adultes, Élodie. Ils paient leur part. Derrière lui, Gaspard passe devant l'embrasure, la nouvelle clé tournoyant autour de son doigt alors qu'il monte à l'étage. Ce moment n'est pas inattendu. C'est l'aboutissement d'un schéma si familier que j'aurais dû l'anticiper. Moi, travaillant tard le soir sur la comptabilité familiale pendant que Gaspard allait à des fêtes. Papa, rejetant mes progrès en certification comptable comme de la simple tenue de livre glorifié tout en finançant le diplôme de commerce de Gaspard. Maman, disant à son ami au téléphone le mois dernier, la voix étouffée mais pas assez, Gaspard est l'avenir de notre famille. Je pose mes mains à plat sur le comptoir. Puis-je demander pourquoi il y a une telle différence dans la façon dont vous nous traitez ? L'expression de papa passe à l'impatience.
Quand tu accompliras quelque chose comme obtenir un diplôme universitaire, nous en parlerons. Je suis à 3 crédits de terminer mon diplôme en comptabilité. Le silence s'étire entre nous. Quelque chose vacille sur son visage de la surprise, rapidement masquée. Il ne savait pas, ou ne s'en souvenait pas, c'est bien, il se reprend. Mais Gaspard a terminé dans une vraie université, pas dans un programme en ligne. Je hoche la tête une fois, le mouvement contrôlé. Merci de clarifier. Plus tard, dans ma chambre d'enfant, je sors mon carnet de comptes, 5 ans de contributions financières méticuleusement documentées, la preuve de mon travail invisible. Derrière, sur mon étagère, se trouve l'album photo de grand-mère Claire. Je le retire, ouvrant à une photo de nous à sa maison du lac. Moi à 12 ans, son bras autour de mes épaules, nous deux souriant à quelque chose juste hors cadre. Je tourne les pages jusqu'à l'arrière de l'album où elle gardait des notes importantes. Une petite fiche index s'en échappe, son écriture élégante toujours claire. SB, fiducie moins 250 000 €. Mes mains se figent. SB ou Elodie Bennett. Je prends mon téléphone et envoie un message à tante Sophie. J'ai besoin de parler de la fiducie de grand-mère Claire. Le message s'envoie avec un petit son de swoosh, comme quelque chose qui est libéré. Le lendemain, le banc en vinyle du relais du pêcheur grince sous moi alors que je bouge. À 30 miles de chez moi, cet établissement routier démodé avec son odeur perpétuelle de graisse de bacon sert un but au-delà de son café médiocre. Personne du cercle social de mes parents ne se serait fait prendre mort ici. Tante Sophie glisse sur le banc en face de moi, ses cheveux striés d'argent tirés en un chignon lâche. Des cernes sous ses yeux trahissent une nuit sans sommeil. Elle serre son sac à main contre sa poitrine comme une armure. Tu ressembles tellement à Claire, dit-elle doucement, étudiant mon visage. Elle serait si fière de la femme que tu es devenue. La serveuse dépose 2 tasses de café sur la table. J'enroule mes mains autour de la mienne, cherchant la chaleur plutôt que la caféine. Merci de m'avoir rencontré, dis-je. J'ai trouvé quelque chose dans l'album photo de grand-mère. Sophie hoche la tête, les lèvres serrées, ses doigts tambourinent sur son sac à main, un rythme nerveux. J'attendais cette conversation depuis 3 ans. La déclaration plane entre nous. Confirmation de quelque chose que je ne m'étais pas entièrement permis de croire jusqu'à présent. Mon estomac se serre. Sophie fouille dans son sac et en sort une chemise cartonnée, usée sur les bords. Elle hésite, puis la fait glisser sur la table. Claire a créé cette fiducie quand tu avais 16 ans, dit-elle. 250 000 € pour ton éducation et ton avenir. J'étais le témoin, mais Philippe a eu la procuration après son AVC. J'ouvre le dossier d'une main ferme, bien que mon cœur martèle contre mes côtes. Le document du dessus porte l'entête de fiducie financière Saint-Honoré. Mon nom en gras, Elodie Elisabeth Bennett Educational Trust. Il l'a pris, dis-je, les mots plats plutôt que questionnants. Les yeux de Sophie se remplissent de larmes. Je m'en doutais, mais je ne voulais pas croire mon propre frère capable de cela. Je feuillette les relevés bancaires, chaque page une nouvelle révélation. Des retraits systématiques commençant en 2018 et s'accélérant jusqu'en 2020. Le timing correspond parfaitement au paiement de scolarité de Gaspard. Le nom de l'université HEC Paris apparaît à plusieurs reprises dans les détails des transactions. Grand-mère a spécifiquement mis cela en place pour toi, dit Sophie. Elle s'inquiétait de la façon dont Philippe favorisait Gaspard. Elle voulait s'assurer que tu aies des opportunités éducatives, quels que soient les choix de tes parents. Mes doigts s'arrêtent sur un formulaire d'autorisation de virement. En bas, ma signature. Sauf que je ne l'ai jamais signé. Ce n'est pas ma signature, dis-je, la voix tendue. Sophie tend la main sur la table, sa main couvrant la mienne. Je sais. Le restaurant semble s'estomper autour de moi alors que je regarde le faux. Pas seulement de la fraude, mais une trahison au niveau le plus personnel. Quelqu'un a étudié mon écriture, l'a pratiquée, l'a perfectionnée suffisamment pour tromper les fonctionnaires de la banque. Quand ces transferts ont-ils eu lieu, je demande, revenant au plus grand retrait. Sophie hésite. Les principaux transferts ont eu lieu en avril de ta dernière année. Avril 2018, le mois où j'ai passé 3 jours à l'hôpital après m'être effondré d'épuisement. 3 jours dont je me souviens à peine à travers le brouillard des sédatifs et du sommeil. Un souvenir refait surface. Papa apportant des papiers de l'école à mon lit d'hôpital. Moi, signant sans lire, une confiance implicite malgré nos différences. Ma croyance d'adolescente que malgré tout,
certaines limites ne seraient pas franchies. Ils ont utilisé mon hospitalisation, dis-je. Les mots ont un goût de métal. Sophie hoche la tête. Philippe m'a dit que tu avais accepté d'aider Gaspard avec ses frais universitaires, que tu signerais les formulaires volontairement. Je continue à parcourir les documents, chaque page une autre pièce du puzzle. Qui a falsifié les signatures ultérieures? Sophie baisse les yeux sur son café intact. Gaspard a toujours été doué pour imiter l'écriture, depuis l'enfance. Quelque chose se met en place. Les caricatures que Gaspard dessinait des professeurs au lycée, les billets d'excuses falsifiés, les signatures blagues qu'il pratiquait, des compétences encouragées et moquées au sein de notre famille. Il ne s'agissait jamais de moi qui n'étais pas assez bien, dis-je, la réalisation se levant comme un soleil froid. Il savait exactement ce qu'il faisait. Le trajet de retour semble plus long que 30 miles. Je me gare dans l'allée mais reste dans la voiture, faisant défiler mon téléphone pour rassembler mes pensées. La page Instagram de ma mère apparaît dans mon fil, une photo de la fête de remise de diplôme de Gaspard, tout le monde souriant sous une perfection filtrée. La légende dit, tellement fière de notre famille parfaite, du succès de Gaspard et de l'originalité d'Élodie, maman bénie, parents fiers. Originalité, le mot qu'elle utilise quand elle ne trouve pas de véritables accomplissements à célébrer. J'entre dans la maison par la porte latérale, des voix provenant du bureau de mon père. La porte est entr'ouverte, juste assez pour que je puisse voir mes parents et Gaspard penchés autour du bureau. Le comte Anderson devrait être ta première priorité, mon père dit à Gaspard. C'est la pierre angulaire de l'entreprise familiale. Finalement, tout cela te reviendra. La main de ma mère repose sur l'épaule de Gaspard. Tu feras des merveilles, mon chéri. Tu es né pour ça. Leur vision de l'avenir prend forme avec une clarté cristalline. Mes contributions étaient attendues, celles de Gaspard récompensées. Mon travail était une obligation, le sien une préparation à l'héritage. Dans ma chambre, je prends mon téléphone et compose un numéro que j'ai enregistré depuis des années mais que je n'ai jamais utilisé. Le bureau de maître Marc Dupont répond avec une voix nette. C'est Élodie Bennett, dis-je. J'ai besoin de parler à maître Marc Dupont au sujet d'une fiducie établie par ma grand-mère Claire Bennett. 20 minutes plus tard, je montre les documents à maître Marc Dupont, son visage devenant de plus en plus sérieux sur l'écran de mon ordinateur portable. Élodie, ce n'est pas seulement injuste, c'est illégal, dit-il finalement, plusieurs chefs de fraude, faux et usage de faux, détournement de fonds fiduciaires. Votre père pourrait faire face à de graves conséquences. Je regarde les documents étalés sur mon lit. Je ne veux pas me venger. Je veux ce qui est à moi, et ensuite la paix. Maître Marc Dupont hoche la tête. Je comprends. Nous gérons cela avec discrétion, mais fermement. Quand je reviens de la salle de bain, un document est centré sur mon lit, un contrat de location, mon nom soigneusement tapé en haut, le loyer mensuel de 1200 €. La clause 8B est surlignée en jaune, le non-paiement en temps voulu entraînera la résiliation immédiate de la résidence. Ma mère apparaît dans l'embrasure de la porte, ses doigts tordant son alliance. Ton père veut juste que tu apprennes la responsabilité, dit-elle, la voix douce mais peu convaincante. Je la regarde directement. Je suis responsable depuis que j'ai 16 ans. Elle ouvre la bouche, la referme. Aucune défense ne vient. Le silence en dit long. Avant l'aube, je fais mes valises méthodiquement, documents essentiels, dossiers financiers, vêtements, photos de famille montrant grand-mère Claire. Je laisse mes animaux en peluche d'enfance rangés sur le lit, sentinelle d'un passé que je suis enfin prête à laisser derrière moi. Le grenier révèle une dernière découverte, les journaux de grand-mère Claire, poussiéreux mais intacts dans un coffre en cèdre. Je feuillette les pages de son écriture élégante jusqu'à ce qu'un passage attire mon regard. Je m'inquiète de l'influence de Philippe sur les enfants, surtout Élodie. Il voit sa force comme une compétition plutôt qu'un héritage. Je dois protéger ce que je peux. La première lumière du matin filtre à travers la fenêtre de ma chambre alors que je dépose une lettre manuscrite sur mon lit parfaitement fait, 3 pages détaillant chaque contribution que j'ai faite à ce foyer, chaque trahison que j'ai documentée, chaque vérité que je comprends maintenant. La porte d'entrée se ferme derrière moi avec un léger clic, pas de claquement dramatique, pas d'adieu en larmes, juste le doux son d'un chapitre qui se termine et d'un autre qui commence. Le soleil du matin scintille sur le lac du Levant alors que je m'engage dans l'allée de gravier de tante Sophie, son chalet en cèdre patiné aux boiseries blanches nichées au milieu de grands pins qui chuchotent dans la brise du lac du Levant. Un monde loin de la banlieue de Neuilly-sur-Seine, un monde loin d'eux.
Je coupe le moteur et reste un instant assise, les mains serrées sur le volant. Les 2 heures de route vers le nord m'ont donné le temps de traverser toutes les émotions, rage, chagrin, trahison jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose de plus stable. La détermination. Tante Sophie apparaît sur le porche, essuyant ses mains sur un tablier délavé, ses cheveux striés d'argent pris dans le vent. Elle fait un signe de la main, et quelque chose dans son sourire me rappelle tellement grand-mère Claire que ma gorge se serre. Tu as réussi. Elle descend les marches en courant, me serrant dans une étreinte qui sent la cannelle et le café. Quand elle recule, ses yeux sont brillants de larmes non versées. Ta grand-mère m'a acheté cet endroit, tu sais. Elle croyait qu'il fallait prendre soin de la famille comme il faut. Le mot « comme il faut » plane entre nous, la chose même que le traitement de mes parents n'était pas. À l'intérieur, le chalet est tout en bois chaleureux et en confort usé. Une baie vitrée donne sur le lac, captant la lumière du matin. Sophie me montre une petite chambre avec des lits jumeaux couverts de courtes pointes faites à la main. L'autre pièce a une meilleure lumière, dit-elle. Je pensais que tu pourrais la vouloir pour étudier. La deuxième chambre a été transformée. Un bureau fait face à la fenêtre avec vue sur l'eau et le ciel. Une lampe, des rallonges et des fournitures de bureau attendent en rangée nette. Je me souviens que tu as mentionné avoir besoin de 3 crédits supplémentaires, dit simplement Sophie. Je me suis dit que tu voudrais continuer. Ma gorge se serre à nouveau. Une si petite gentillesse, la reconnaissance de mes objectifs est pourtant si étrangère. Je configure mon ordinateur portable, arrange mes manuels, crée un bureau de fortune. Pendant que les fichiers se téléchargent, je me tiens à la fenêtre. Le lac s'étend, bleu et vaste, un contraste saisissant avec l'intérieur de moi. 3 crédits. Juste 3 crédits de plus avant d'avoir ce qu'il disait que je n'aurais jamais. Ce soir-là, mon téléphone commence sa symphonie prévisible. Maman, Hélène, Élodie, dis-nous où tu es. Nous sommes très inquiets. Maman, ton père, Philippe, n'est pas lui-même. S'il te plaît, rentre à la maison pour que nous puissions parler. Maman, au moins, dis-moi que tu es en sécurité. Je pose l'écran du téléphone face contre table, mais pas avant d'avoir vu la notification de mail de papa. Objet, documents financiers familiaux. Élodie, rends immédiatement tous les dossiers financiers. Ton retrait de ces documents constitue un vol de propriété familiale. Sophie me regarde de son fauteuil, un livre oublié sur ses genoux. Ils vont continuer d'essayer, dit-elle doucement. Je hoche la tête, prenant mon téléphone une dernière fois. Un message de Gaspard apparaît. Papa est furieux. Que as-tu pris? Pas, où es-tu? Pas, est-ce que tu vas bien? Juste l'inquiétude pour ce que leur père aurait pu perdre. J'éteins complètement le téléphone. Ils sont plus inquiets des documents que de moi. La bouche de Sophie se serre. Je ne suis pas surprise. Le lendemain matin, maître Marc Dupont arrive. L'ami avocat de tante Sophie ne ressemble en rien à ce que j'attendais, visage buriné, chemise à carreaux, plus bûcheron qu'avocat. Mais ses yeux sont vifs alors qu'il examine la documentation de la fiducie étalée sur la table de la cuisine de tante Sophie. Votre grand-mère était méticuleuse, dit-il, tapotant une clause de son index. Philippe avait une responsabilité fiduciaire. Utiliser ses fonds pour l'éducation de Gaspard était une violation claire. Je pousse un autre document. Il a falsifié ma signature ici et ici. Maître Marc Dupont hoche la tête, prenant des notes. Nous commencerons par une lettre formelle. Leur donnerons une chance de faire les choses correctement. Ils ne le feront pas, dis-je, une certitude froide dans mon estomac. Non, probablement pas, maître Marc Dupont acquiesce, mais le tribunal voudra voir que nous avons essayé. Plus tard, en scannant les relevés bancaires, je découvre quelque chose qui me coupe le souffle. L'acompte pour l'appartement de Gaspard est venu directement de la fiducie. Maître Marc Dupont prend le relevé, siffle doucement, ne cherchant même pas à le cacher à ce stade. La lettre recommandée par le lendemain. J'imagine son arrivée à leur maison parfaite, le visage de mon père alors qu'il la signe, la bombe du langage juridique explosant dans leur monde soigneusement construit. La vie au chalet prend son rythme. Cours en ligne le matin, aide à Sophie dans son jardin l'après-midi, révision pour mon examen final de comptabilité le soir. Le lac devient ma constante, parfois calme comme un miroir, parfois agité par la tempête, toujours là. 2 semaines après mon arrivée, je soumets mon examen final. L'écran affiche mon score immédiatement, 97%. Sophie insiste pour célébrer.
Elle sort une bouteille de champagne et 2 flûtes qui appartenaient à grand-mère Claire. À ta persévérance, elle porte un toast. Je cogne mon verre contre le sien, une douleur douce amère s'épanouissant sous mes côtes. J'ai toujours pensé qu'il serait là pour ce moment. Le lendemain, une grosse enveloppe arrive avec mon diplôme de comptabilité à l'intérieur. Voir mon nom et mon écriture formelle, Élodie Elisabeth Bennett, me frappe à la fois comme une victoire et une accusation. J'ai fait ce qu'il disait que je ne pouvais pas, sans ce qu'il me devait. La célébration est de courte durée. Maître Marc Dupont appelle avec des nouvelles. L'avocat de votre père a répondu. Il nie tout. Sa voix se tend. Élodie, ils ont inclus vos dossiers d'hospitalisation comme preuve que vous êtes mentalement instable et financièrement irresponsable. Les dossiers médicaux de l'épuisement, de la déshydratation, de l'anxiété de ma dernière année transformés en armes. Un froid particulièrement brutal s'installe dans ma poitrine. Il y a plus, continue maître Marc Dupont. Gaspard a soumis une déclaration sous serment affirmant que vous lui avez verbalement offert votre héritage. Un rire m'échappe, cassant et aigu. Bien sûr qu'il l'a fait. Ce soir-là, ma mère appelle le téléphone fixe de Sophie. Je suis assise à la table de la cuisine, observant le visage de Sophie changer au fur et à mesure qu'elle écoute. Elle est là. Elle est en sécurité, dit Sophie fermement. Hélène, je pense. Elle s'interrompt, écoute, puis me tend le téléphone, les sourcils levés en question. Je le prends, le porte à mon oreille. Élodie, la voix de ma mère se brise. Pourquoi fais-tu ça à notre famille? La culpabilité familière monte puis se retire tout aussi rapidement. Famille. Comme si ce mot signifiait encore ce qu'il signifiait autrefois. Je ne fais rien à notre famille, dis-je d'une voix égale. Je réclame simplement ce qui est à moi. Le lendemain apporte un soutien inattendu. L'ancien conseiller financier de grand-mère Claire, Michel Fournier, contacte maître Marc Dupont. Je suis à la retraite depuis 5 ans, explique-t-il lors de la conférence téléphonique, mais j'ai gardé des copies de tout. Votre grand-mère était explicite, Élodie. Cet argent était pour vous. Philippe m'a assuré qu'il respecterait ses vœux. Davantage de preuves s'accumulent, une piste papier si claire que même maître Marc Dupont devient confiant. Ce n'est pas seulement impropre, c'est une fraude flagrante, dit-il, programmant les audiences préliminaires. Nous devons nous préparer pour le tribunal. J'imagine les affronter à travers une salle d'audience, le regard froid de mon père, les larmes de ma mère, la confusion de Gaspard. Je dois être présente, dis-je à maître Marc Dupont. Je dois les regarder dans les yeux. Ce soir-là, en cherchant dans la vieille Bible de grand-mère Claire que Sophie garde sur son étagère, une enveloppe scellée tombe, mon nom écrit de la main élégante de Claire. À l'intérieur, du papier jauni contient son dernier message. Ma chère Élodie, si tu lis ceci, quelque chose a mal tourné. J'ai toujours vu le favoritisme de Philippe envers Gaspard, même quand Hélène ne le voyait pas. Je crains ce que cela pourrait signifier pour toi une fois que je serai parti. La fiducie que j'ai établie est destinée à ton indépendance, ton éducation, ton avenir. 250 000 € peuvent sembler extravagants à certains, mais je t'ai vu travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance que ton frère reçoit. Cet argent n'est pas de la charité, c'est de la justice. Tu as toujours été la plus forte, celle qui voit clairement. Cette force te portera lorsque la vérité éclatera. Souviens-toi que ta valeur n'est pas mesurée par leur reconnaissance. Tout mon amour, grand-mère Claire. La lettre tremble dans mes mains. Elle savait. Elle avait toujours su et avait essayé de me protéger d'au-delà de la tombe. Je plie la lettre soigneusement, la remets dans son enveloppe. Debout à la fenêtre, regardant le crépuscule s'installer sur le lac du Levant, je fais une promesse silencieuse à la grand-mère qui m'a vu quand personne d'autre ne le faisait. Je récupérerai ce qui est à moi avec la dignité tranquille qu'elle m'a enseignée, non pas par vengeance mais par justice, non pas avec du drame mais avec la vérité. L'eau s'assombrit en indigo alors que la dernière lumière s'estompe. Demain, nous nous préparons pour le tribunal. J'arrive au palais de justice 1 heure plus tôt le lendemain. Les sols en marbre brillent sous les lumières fluorescentes, faisant écho à chaque pas de mes talons noirs pratiques. Maître Marc Dupont marche à côté de moi, attaché caisse à la main, sa présence constante et rassurante. « Tu es prête pour ça ?» demande-t-il, la voix basse. Je hoche la tête une fois. Prête depuis des années, je ne le savais juste pas, nous nous installons dans le couloir devant la salle d'audience B. Je redresse mon blazer anthracite,
lissant les plis inexistants de ma jupe. Chaque document est organisé dans des dossiers étiquetés, chaque déclaration répétée dans mon esprit pendant les nuits sans sommeil au chalet de tante Sophie. Les portes principales s'ouvrent. Papa entre le premier, son avocat flanqué de son côté droit. Ses cheveux argentés sont fraîchement coupés, son costume coûteusement taillé, mais son teint a une nuance grisâtre que je n'ai jamais vue auparavant. Ses yeux se posent sur les miens à travers le couloir, dur et froid comme la glace de janvier sur le lac du Levant. Je soutiens son regard sans ciller, quelque chose que je n'aurais pas pu faire 6 mois auparavant. Maman entre derrière lui, les doigts tordant son collier de perles. Ses yeux sont cernés de rouge, le maquillage soigneusement appliqué pour cacher ce que les nuits blanches ne peuvent dissimuler. Quand elle m'aperçoit, c'est pas Chancel. Gaspard traîne derrière eux deux, étudiant les carreaux du sol. Ses épaules sont voûtées dans son costume bleu marine. Il semble plus petit d'une certaine manière. Maître Marc Dupont touche mon coude. Ils ont peur, chuchote-t-il. Souviens-toi de ça. Maman se détache de papa, s'approchant les mains tendues. Élodie, s'il te plaît, nous pouvons encore être une famille. Je recule d'un demi-pas, nous sommes une famille, maman. C'est pourquoi cela fait si mal. Son visage se froisse. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'huissier appelle le numéro de notre affaire. Dans la salle d'audience, je m'assois droite comme un piquet à côté de maître Marc Dupont pendant que l'avocat de papa présente leur déclaration d'ouverture, me dépeignant comme une fille ingrate qui a mal compris la planification financière familiale normale. Le juge, une femme d'une 60aine d'années aux yeux vifs derrière des lunettes sans monture, écoute sans expression. Maître Marc Dupont se lève quand notre tour vient. Sa voix porte à travers la pièce alors qu'il présente chaque document, les virements bancaires coïncidant avec les paiements de scolarité de Gaspard, les bordereaux de retrait avec ma signature falsifiée, les instructions explicites de la fiducie de grand-mère Claire, et les violations systématiques de papa en tant que fiduciaire. Votre honneur, il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise gestion financière, maître Marc Dupont conclut. C'est une fraude délibérée perpétrée contre mademoiselle Bennett à un moment où elle était hospitalisée et incapable de protéger ses intérêts. Les yeux du juge se rétrécissent alors qu'elle examine les comparaisons de signatures. Son regard se lève vers papa, qui se déplace sur son siège. Lorsque je suis appelé à témoigner, j'approche de la barre d'un pas ferme. Le serment pèse lourd sur mes lèvres. Mademoiselle Bennett. Maître Marc Dupont commence. Veuillez expliquer vos contributions financières au foyer familial. Je me souviens des chiffres exacts, 15 387 € l'année dernière seulement. Je décris mes 2 emplois tout en suivant des cours en ligne. Je détaille ma découverte de la fiducie de grand-mère Claire seulement après que Gaspard ait reçu son appartement de diplôme. L'avocat de papa tente de me déstabiliser pendant le contre-interrogatoire. N'est-il pas vrai que vos parents vous ont fourni un logement, de la nourriture et un soutien toute votre vie? Oui, je réponds, et j'ai fourni plus de 40 000 € d'aide financière et des centaines d'heures de services de tenue de livres non rémunérés pour leur entreprise depuis que j'ai 18 ans. Quand papa prend la barre, son calme s'effrite sous les questions directes du juge concernant les signatures. C'était des fonds familiaux, il lâche. J'ai pris des décisions en tant que chef de famille. Monsieur Bennett, dit le juge, retirant ses lunettes. Une fiducie n'est pas une décision familiale. C'est une obligation légale. Cela semble être un manquement délibéré à l'obligation fiduciaire. Le visage de papa devient cramoisi. Ma fille a toujours été difficile. Ça suffit, coupe le juge. Nous ferons une pause de 20 minutes. Dans le couloir, l'avocat de papa accoste maître Marc Dupont avec une chemise cartonnée. Je me tiens assez près pour entendre l'offre, 125 000 € pour régler l'affaire, la moitié de ce qui a été volé. Dites-lui de prendre, l'avocat de papa marmonne. Les conflits familiaux deviennent laids. Maître Marc Dupont me regarde. Je secoue la tête une fois. L'offre monte à 175 000 € avant la fin de la pause. Ils ont peur maintenant, dit maître Marc Dupont. Ils savent à quoi cela ressemble. Je veux ce qui m'était destiné, je lui dis. Pas un sou de moins. Maman me trouve près de la fontaine à eau, les yeux nageant de larmes. Je savais que ce n'était pas bien, chuchote-t-elle. Mais je n'ai rien fait pour l'arrêter. Je voulais juste la paix. Je la regarde vraiment, peut-être pour la première fois. La femme qui m'a appris l'aquarelle les dimanches après-midi. Qui n'a jamais élevé la voix. Qui n'a jamais pris ma défense non plus. Il ne s'agit pas de punition,
Maman, il s'agit de justice. Parfois, la paix coûte trop cher. Lorsque le tribunal reprend, le juge rend son verdict avec une précision tranchante. Restitution complète de la fiducie plus les frais de justice. Pénalité supplémentaire pour détournement frauduleux. Une comptabilité formelle de tous les actifs de la fiducie dans les 30 jours. En outre, elle ajoute, regardant directement papa, je renvoie cette affaire à l'ordre des avocats compte tenu de la licence légale de Monsieur Bennett et de sa position de confiance. À l'extérieur du tribunal plus tard, des journalistes se pressent sur les marches du palais de justice. Je refuse leurs questions criées d'un hochement de tête poli. Papa me dépasse, la fureur irradiant de sa colonne vertébrale rigide alors qu'il se fraye un chemin à travers la foule. Gaspard reste en retrait, les mains dans les poches. Élodie, Sa voix se brise. Je ne comprenais pas ce que nous faisions. Je m'arrête, étudiant le visage de mon frère, le garçon qui a tout eu ce que je n'ai pas eu, qui n'a jamais remis en question pourquoi. Comprendre demande de vouloir voir la vérité, je lui dis doucement. Puis je descends les marches seul, vers la voiture où tante Sophie m'attend, vers ce qui vient ensuite. L'air printanier me semble pur dans les poumons. Pour la première fois depuis des années, je respire jusqu'au fond de mon estomac. Dans les semaines à venir, la nouvelle se répand rapidement dans nos cercles de banlieue de Neuilly-sur-Seine. J'apprends la chute professionnelle de papa par tante Sophie, non pas parce que je cherche l'information, mais parce qu'elle arrive avec mon café du matin à sa table de cuisine. Philippe a été invité à démissionner du conseil de la fondation locale, dit Sophie, faisant glisser le journal économique local sur la table. Son nom apparaît dans un petit article en page 3. La Chambre de commerce et d'industrie, CCI, sera la prochaine, d'après ce que j'entends. Je repousse le journal sans lire davantage. Je ne collectionne pas les trophées de sa chute. Personne ne te blâmerait si tu en tirais une certaine satisfaction. J'ai des bilans à examiner pour mon premier vrai client, je tapote mon ordinateur portable. C'est plus satisfaisant que de le voir perdre la face. Sophie m'étudie par-dessus ses lunettes de lecture, puis hoche la tête une fois. L'approbation tranquille dans son expression signifie plus qu'elle ne le sait. Mon téléphone vibre avec un message. Le nom de maman apparaît à l'écran, toujours listé comme maman plutôt que Hélène, une petite résistance au détachement complet que je n'ai pas encore surmonté. Pouvons-nous nous retrouver pour un café demain? Juste nous deux. 3 mois depuis la décision du tribunal, et c'est sa 5e demande. J'ai refusé les 4 précédentes. Mon doigt plane sur l'écran avant de taper. Le café du pont, 10 heures. Sophie remarque mon expression. Hélène? Je hoche la tête. Elle veut me voir. Et tu y vas cette fois. Ce n'est pas une question. Il est temps d'entendre ce qu'elle a à dire. Je ferme mon ordinateur portable. Juger ses actions maintenant, pas seulement ses échecs passés. Le lendemain matin, maman est assise à une table de coin chez le café du pont, l'air plus petite d'une certaine manière. Son collier de perles est absent, remplacé par un simple pendentif en argent. Ses mains enserrent sa tasse comme si elle cherchait de la chaleur malgré la chaleur de juin à l'extérieur. Merci d'être venu, dit-elle quand je glisse sur le siège en face d'elle. Sa voix se brise. J'ai quitté ton père. La déclaration plane entre nous. J'attends la suite, prenant une gorgée mesurée du café que j'ai commandé. J'ai loué un appartement près du collège communautaire, elle se redresse légèrement. J'y donne des cours d'art pour enfants. À temps partiel, mais c'est un début. Un début vers quoi? Vers le fait d'être quelqu'un que je n'ai pas honte de regarder dans le miroir. Ses yeux rencontrent les miens directement, chose qu'elle faisait rarement lors des confrontations familiales. J'ai permis quelque chose de terrible, Élodie. Je ne peux pas continuer à faire semblant que notre famille était ce que je voulais que les gens croient qu'elle était. J'étudie son visage, cherchant le chagrin performatif qu'elle a perfectionné lors des fonctions au club de golf. Au lieu de cela, je trouve quelque chose de brut et d'inhabituel, l'authenticité. Nous avons un long chemin à parcourir, je lui dis finalement. Pas le pardon, pas encore, mais la reconnaissance que les portes ne sont pas définitivement fermées. Mon téléphone sonne avec une notification. Un message de Gaspard, sa première communication depuis l'audience. Je déménage à Grenoble. J'ai besoin d'un nouveau départ. L'appartement est sur le marché. Tu recevras les bénéfices via Maître Marc Dupont. Je n'ai jamais pensé à quel point tout cela était injuste. Je suis désolé.
Je le lis 2 fois avant de répondre. La croissance commence par l'honnêteté. J'espère que tu trouveras la tienne. Des mots simples qui ne me coûtent rien mais signifient tout. J'ai cessé de mesurer mes réponses à la douleur qu'elles pourraient causer aux autres et j'ai commencé à les mesurer à leur vérité. Une semaine plus tard, je signe les papiers d'une petite maison artisanale à 3 pâtés de maison du lac du Levant. Rien d'extravagant, 2 chambres, un porche avec une balançoire, et des fenêtres qui inondent les pièces de lumière du matin. L'agent immobilier me tend les clés avec des félicitations pour ma première maison. Ce n'est pas un début, je la corrige. C'est exactement ce que je veux. Mon cabinet comptable se développe régulièrement, 3 clients, puis 5, puis 12. Le bouche à oreille se répand sur la jeune comptable qui remarque les divergences que les autres manquent, qui explique les problèmes fiscaux complexes dans un langage simple. L'argent de la fiducie de ma grand-mère reste en grande partie intact dans les investissements, un filet de sécurité que je maintiens mais dont je ne dépends pas. Vous avez construit quelque chose de réel ici, observe maître Marc Dupont lors de nos réunions d'examen trimestrielles. La plupart des gens qui ont vécu ce que vous avez vécu lécheraient encore leurs plaies. Les plaies guérissent plus vite quand on arrête de les gratter, je réponds, lui montrant mes prévisions commerciales pour l'année à venir. L'email arrive un jeudi soir alors que je consulte les dossiers clients. De Denise Lambert, un nom de l'école primaire, quelqu'un avec qui j'ai partagé des tables de déjeuner jusqu'à ce que nos chemins divergent au lycée. Élodie, j'ai entendu parler de tout ce qui s'est passé avec ta famille. Je suis de retour dans la région après un divorce et j'aurais besoin d'un visage amical de temps plus simple. Un café un de ces jours ? L'ancienne Élodie aurait remis en question le timing, se serait demandé si c'était de la curiosité déguisée en connexion. La nouvelle Élodie répond simplement « J'aimerais ça, comment va samedi ?» Notre rendez-vous café du dimanche se transforme en brunch, puis en une promenade le long du lac. Le rire de Denise vient facilement, ses questions sont sincères. Elle ne tourne pas autour du pot concernant ce qui s'est passé, le reconnaît, puis avance. À l'automne, nous avons un rendez-vous fixe de randonnée le dimanche matin, si le temps le permet. La famille n'est pas toujours liée par le sang, dit-elle alors que nous regardons les couleurs du coucher de soleil jouer sur l'eau. Parfois, c'est celui qui te voit clairement et qui reste quand même. Pour l'anniversaire de Claire, je visite sa tombe avec des fleurs sauvages cueillies dans mon propre jardin. Le cimetière est calme, les feuilles tombées créant un tapis cuivré entre les pierres. Je trace les lettres de son nom avec mon doigt. Tu as vu ce qui allait arriver, je chuchote. Tu as essayé de me protéger même après que tu sois parti. Je dépose les fleurs contre sa pierre tombale avec une petite note glissée parmi les tiges. Merci de m'avoir vu. Le vent soulève mes cheveux alors que je me tiens debout, portant le parfum de l'automne et de la possibilité. Claire m'a donné plus que de l'argent, elle m'a donné le plan d'une vie bâtie sur l'intégrité plutôt que sur les apparences. Son héritage n'est pas seulement dans mon compte bancaire, il est dans chaque choix que je fais qui honore la vérité plutôt que la commodité. Je rentre chez moi alors que le coucher du soleil s'estompe vers le crépuscule, vers une maison qui est entièrement la mienne, remplie uniquement des choses et des gens que je choisis d'accueillir. À l'heure actuelle, je me tiens sur mon porche, regardant le coucher de soleil peindre le lac du Levant en touches d'ambre et d'or. 1 an, 365 jours depuis que j'ai quitté la table en acajou de mes parents et la vie bâtie sur les apparences. La brise du lac apporte l'odeur des fleurs de printemps de mon petit jardin. J'ai tout planté moi-même, des plantes vivaces qui reviennent plus fortes chaque saison. La métaphore ne m'échappe pas. Mon cabinet comptable occupe la véranda rénovée de ce modeste cottage au bord du lac. 4 murs de fenêtres où la lumière entre à flot et où les feuilles de calcul prennent tout leur sens. 27 clients maintenant, principalement des petites entreprises fatiguées d'être ignorées par les grandes firmes, des gens qui apprécient la précision et l'honnêteté. Élodie, tu dois essayer ça. Jeanne me tend un verre de quelque chose de pétillant et rose, ma dernière création. J'accepte la boisson de mon ami, un mot qui signifie quelque chose de totalement différent maintenant. Les amis ne sont pas des gens qui vous tolèrent lors des événements familiaux. Ce sont ceux qui se présentent le jour du déménagement avec des cartons et des plats à emporter. Qui envoie des messages pour vérifier si vous avez besoin de quelque chose quand vous travaillez tard. Mon salon modeste accueille 6 personnes ce soir, rassemblées autour d'un gâteau fait maison avec 27 bougies, pas de verre en cristal ni de scotch importé. Juste des rires authentiques qui ne nécessitent pas de maintenir les apparences. À Élodie, dit Marc, mon premier client devenu ami, levant son verre, qui prouve que la meilleure vengeance est de construire quelque chose de beau. Je secoue la tête. Pas la vengeance, juste la paix. Plus tard, après le départ de mes amis,
le téléphone sonne. Le numéro de maman. Notre relation existe maintenant par des rencontres café soigneuses toutes les quelques semaines. Ses cours d'art la tiennent occupée. Sa voix est plus forte à chaque conversation. Joyeux anniversaire, Élodie. Pas de théâtralité dans son ton, juste une sincérité tranquille. J'ai pensé à toi toute la journée. Merci. Je m'installe dans ma balançoire de Porsche. Comment se passe le cours d'aquarelle? Mes élèves font de réels progrès. Une pause. Je leur apprends à peindre ce qu'ils voient, pas ce qu'ils pensent qu'il devrait y avoir. L'ironie plane entre nous. Nous l'entendons toutes les deux. C'est une leçon précieuse, je dis finalement. Oui. Une autre pause. Gaspard a appelé hier. Il passe un entretien pour un poste d'assistant manager dans un magasin d'articles de sport à Grenoble. Pas d'entreprise familiale. Pas d'appartement. Juste trouver sa voie à sa manière. J'espère que ça marchera pour lui. Il a demandé ton numéro. J'ai dit que je te demanderai d'abord. La croissance se fait par petites étapes. Tu peux le lui donner. Après que nous ayons raccroché, je récupère les journaux de grand-mère Claire de mon étagère. Ils sont devenus une feuille de route à travers ma propre histoire. Son écriture élégante chronique 3 générations de schémas familiaux Bennett, le favoritisme envers les filles censés s'adapter et soutenir sans reconnaissance. Le cycle se termine avec toi, elle a écrit dans sa dernière entrée, comme si elle savait que je la lirais un jour. La semaine dernière, j'ai rencontré Chloé, une jeune femme de 22 ans qui démarrait sa propre entreprise de conception graphique. Elle apportait des finances désordonnées et des rêves trop grands pour son appartement d'une chambre. Tout le monde dit que je devrais d'abord trouver un vrai travail, me dit-elle, l'incertitude plissant son front. Construisez quelque chose qui reflète vos valeurs, pas les attentes des autres, je lui répondis, surprise par la certitude dans ma voix. La fondation importe plus que la rapidité avec laquelle les murs montent. La carte de Noël de Philippe reste non ouverte dans le tiroir de mon bureau. Certains ponts restent brûlés par choix, pas par accident. De mon Porsche, je peux voir l'intégralité de ma vie reconstruite, le jardin que j'ai planté, le bureau où je travaille, la cuisine où je prépare des repas qui nourrissent plutôt qu'ils n'impressionnent. Tout est choisi, rien n'est hérité, sauf la montre de Claire à mon poignet et sa sagesse dans mes décisions. Le plus grand héritage n'était pas la fiducie qui a assuré ma liberté, bien que je reste reconnaissante de la prévoyance de Claire. C'était le courage qu'elle a incarné ou la volonté de reconnaître quand s'éloigner crée plus de valeur que de rester. Parfois, la chose la plus courageuse n'est pas de se battre pour sa place à une table dressée par quelqu'un d'autre. C'est de construire sa propre table, de mesurer le bois soi-même et d'inviter des gens qui vous voient clairement assis à soir.